Du coup, je vous propose de commencer. Ouais. Oui. Ok. Sachant qu'évidemment, ce sera rediffusé en replay sur la chaîne YouTube de Femmes et Numérique. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, les gens vont pouvoir se connecter aussi, ceux qui ont reçu le lien du coup Zoom directement. Je vous propose, alors je me présente en 2 minutes, donc Perrine Ferrec, conseillère d'entreprise numérique, et donc à la Chambre de commerce et d'industrie à Quimper. Donc on va pouvoir lancer l'atelier qui s'appelle Industrie 4.0. Et du coup, ce qui me permet de souhaiter la bienvenue et de laisser aux personnes donc, intervenantes se présenter. Donc le Greta qui est avec nous ce matin pour nous expliquer concrètement ce que c'est l'informatique industrielle. Donc je vous laisse déjà vous présenter peut-être rapidement tous les trois pour que oui. puisse voir qui vous êtes. Ok, merci Perrine. Donc je suis Pierre-Jean Desbornes, conseiller en formation pour le Greta, Bretagne occidentale, hein, et je suis notamment référent des formations industrielles, maintenance, automatisme, informatique industrielle, et je m'occupe plus particulièrement de mettre en place les projets de formation avec des partenaires de l'emploi, mais également entreprises. Voilà. Puis l'objectif du Greta, c'est de mettre en place des formations qui correspondent le plus possible aussi aux besoins des territoires. Bonjour, Aurore Foucault. Donc moi, je suis technicienne INC, donc instrumentiste et contrôle-commande pour la centrale électrique de Landivisiau, pour la société Siemens Energy, et ancienne stagiaire du Greta plusieurs fois. Ok, merci. Donc, bonjour, Julien Amgral. J'ai travaillé une petite dizaine d'années dans l'industrie comme automaticien, et depuis maintenant un peu plus d'1 an, je travaille dans la formation. Donc je travaille au Greta pour dispenser des cours en fait d'automatisme sur plusieurs formations. Ok, merci. Alors du coup, donc ce qui est primordial, donc surtout dans cet atelier, c'est vraiment la définition de l'informatique industrielle, parce que le but, c'est de faire connaître ce secteur, ces métiers, auprès de personnes qui seraient en attente peut-être d'une reconversion, en tout cas d'un intérêt pour le numérique et peut-être aussi l'informatique. Est-ce que vous pourriez me donner tous les trois, hein, peut-être votre définition, ou peut-être nous expliquer ce que couvre ce terme informatique industrielle et surtout les secteurs peut-être et les métiers que ça recouvre. Oui, donc rapidement, alors, il y a un petit diapo de présentation pour essayer de rentrer un peu plus dans les détails sur ce que c'est qu'aujourd'hui ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'industrie connectée. On va le présenter dans un deuxième moment, si tu veux. Et puis, en fait, déjà, une définition très, très large, on vit dans un monde où le numérique est présent partout. Il est présent également dans le milieu industriel. Et dans le milieu industriel, on a énormément d'outils, par exemple des outils de production, des outils aussi connexes à la production, par exemple maintenance, qui sont connectés et qui font appel à l'informatique, hein, et on va dire des objets aussi d'automatisation qui passent forcément par des outils informatiques ou de la communication informatique. Donc quand on parle d'informatique industrielle, c'est un terme très très générique, mais je vais laisser les témoins ici présents rentrer peut-être un peu plus dans les détails de ce que c'est, et puis après on rentrera dans la définition de l'industrie 4.0 et tout ce que ça signifie. Ouais. Concernant effectivement le numérique présent dans l'industrie, c'est cette idée où le numérique prend une place de plus en plus importante en fait dans l'industrie de par sous différentes formes, et tous les emplois qui sont liés à l'industrie sont impactés par ça. Donc, que ce soit les métiers de maintenance ou en automatisme, on a une montée grandissante du numérique en général. Donc, il faut s'adapter. En fait, les emplois doivent s'adapter, les formations doivent s'adapter. Donc, tout est impacté. On le voit, nous, en tant que particuliers, que le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre vie. C'est également le cas côté industrie. Voilà. Donc, il faut suivre. Voilà, pour rebondir sur ce que Julien et Pierre-Jean viennent de dire, effectivement, c'est assez difficile à définir l'informatique industrielle parce que ça couvre énormément de champs.
Les secteurs de l'industrie que ça couvre, clairement, c'est tous les secteurs de l'industrie, que ce soit les outils de production en agroalimentaire, que ce soit les outils de production énergétique. Moi, c'est mon domaine, l'énergie. On est de plus en plus sur des outils informatiques qui vont aussi nous aider dans la maintenance, comme disait Pierre-Jean, avec du prédictif, avec des logiciels informatiques qui vont analyser les différentes périodes de vie et les différents modes de fonctionnement des moyens de production pour vérifier si la maintenance elle est à faire plus tôt ou plus tard et la durée de vie des outils. Et après, il y a tout le réseau et toute la communication. Et après, tout ce qui est sécurité de process aussi et de la cybersécurité. Alors, Pierre-Jean, je crois que tu as une présentation aussi que tu peux nous partager. Oui, tout pour à fait. illustrer un peu ces propos. Tout à fait. Alors, est-ce que tout le monde voit apparaître le diaporama? Oui, c'est bon, on voit ton écran. OK. Alors, par contre, du coup... Alors, j'en profite pour dire aux personnes présentes qu'elles peuvent surtout ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser des questions aux intervenants. Hein, surtout, faites-le. À gauche de la croix, en droite. Où ça? Non, prends l'autre. Et c'est là? À gauche. Je fais quoi? Oui, clique. Ensuite, là, tu verras diaporama et tu... Ah oui. Voilà. Ça paraît bien pour tout le monde? Alors là, on voit l'explorateur, on voit les fichiers, mais on ne voit pas la présentation. C'est un nouveau partage. Attendez, je vais recommencer. Ouais, ok. Non, oui, là, c'est bon. Ouais. Là, on voit le PowerPoint. Ouais. C'était l'autre, on avait l'autre à partager. Il y avait l'autre à partager. Donc, c'est pas celui-là. Là, vous voyez donc le diapo? Oui, là, on voit bien le diapo en plein écran. Ok, super. Alors, donc du coup, on va donner donc quelques définitions avec Julien et Aurore. C'est vrai que la thématique, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0 et déjà, on va voir ce que ça veut dire. Donc, ça fait un peu science-fiction, en fait. Hein. Mais en réalité, c'est très simple. Donc, à l'écran, vous voyez, donc, on parle donc, de l'évolution de l'industrie. Il faut savoir que l'industrie existe depuis, pas hier, mais quand j'allais dire avant-hier, depuis très très longtemps et a subi donc, des évolutions multiples. Donc en fait, on parle de ce qu'on appelle des révolutions industrielles, ou plutôt des évolutions donc, de l'organisation industrielle et de l'organisation de la production. Donc l'industrie est apparue donc, dès le XVIIIe siècle et on parlait déjà donc, de révolution industrielle au XVIIIe siècle avec une organisation, on va dire, différente donc, de la production, l'apparition donc, de machines à vapeur par exemple, d'une organisation de travail donc, qui faisait qu'on passait du stade, entre guillemets, artisanal au stade industriel. Et le stade industriel, c'est quoi? C'est le fait donc, de produire parfois en quantité, parfois même sur du sur-mesure, mais en faisant appel donc, aux connaissances et aux compétences donc, des personnes, mais également en utilisant des machines. Donc, petit à petit, ces machines ont évolué avec les technologies. On a eu, donc, fin du 19e siècle, donc, une seconde révolution industrielle, à fin du 19e et début du 20e, avec ce qu'on appelle l'arrivée du travail à la chaîne, l'apparition de machines, donc on va dire différentes, l'énergie électrique, très présente donc, dans l'organisation de la production, et ça continue d'évoluer donc, au 20e siècle, avec l'apparition donc, des automates, des machines de production un peu plus, entre guillemets, sophistiquées, une organisation aussi, on veut dire, des postes de travail et des fonctions des personnes en fait, qui travaillent en relation avec les machines qui évoluent, et ainsi de suite. L'apparition également donc, de la robotique. Ça, c'était dans les années 60, 70. Et aujourd'hui, on parle en fait encore d'une autre évolution qui a démarré il y a quelques années, il y a même une bonne dizaine, voire vingtaine d'années, mais dans laquelle on est vraiment en plein
une nouvelle organisation, une nouvelle révolution. C'est la raison pour laquelle on parle de l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Peut-être que ça parle aussi, cette notion d'industrie du futur. Donc, ça veut dire quoi? C'est, on va le voir dans le petit slide suivant, c'est l'apparition, en fin de compte, de nouvelles méthodes de production, mais surtout de gestion globale du fonctionnement de la production, mais également de tout ce qui va être lié aux métiers qui sont support à la production, depuis l'amont de la production jusqu'à, par exemple, la finition, l'expédition des produits, etc. Donc là, on est rentré dans une ère du numérique où on a justement, on en parlait tout à l'heure, Perrine, de l'informatique industrielle. Effectivement, l'informatique prend une place. Quand on dit l'informatique, c'est l'informatique, mais c'est également le numérique, c'est-à-dire que ça va au-delà de l'informatique. On va parler de connexion, on va parler de communication, on va parler donc de supervision, on va parler donc d'outils aussi de production nouveaux. Je laisserai Julien tout à l'heure et Aurore rentrer plus dans les détails. Mais on voit en fait schématiquement dans le petit dessin que tout le monde voit, donc une évolution effectivement où on avait d'abord des grosses machines-outils, on a vu ensuite l'apparition de l'électricité, l'apparition donc des automates, le début de l'arrivée de la robotique, et là on est en plein une nouvelle ère industrielle où on a effectivement le numérique, alors pas le tout numérique, mais le numérique qui arrive de façon très très importante, d'où la notion d'industrie 4.0 et de nouvelle révolution. Donc c'est ça, c'est la définition en fait de ce que ça veut dire. Concrètement, si on va rentrer un petit peu dans les détails et on va voir l'impact que ça a dans la vie, on va dire, d'une entreprise et aussi dans les métiers. Donc aujourd'hui, on va apparaître un nouveau terme aussi, c'est ce qu'on appelle l'usine connectée. L'usine connectée, ça fait penser au métier connecté qu'on retrouve partout, en fait. De la même manière qu'on a l'arrivée du numérique dans tous les métiers du tertiaire, les métiers du bâtiment, par exemple, avec le BIM, on le retrouve également dans les métiers de l'industrie. Et on parle aujourd'hui d'usine connectée. C'est quoi? C'est le fait qu'en fait, l'entreprise industrielle aujourd'hui, de par l'environnement, de par tous les enjeux à la fois économiques, sociétaux, mais aussi environnementaux, s'organise de façon différente, avec l'apparition d'outils de production, donc de plus en plus connectés. Et on va parler d'interface homme-machine, on va parler donc de communication entre les machines elles-mêmes, on va parler de communication ou d'objets connectés. On va parler de globalisation et de partage horizontal des informations. Donc, on le voit un petit peu dans le petit dessin, là, c'est très schématique, mais on a un circuit global maintenant de l'information dans les entreprises, mais également dans les usines. Et tout ça, ça va s'appuyer sur une notion qui est l'informatique industrielle ou la digitalisation plus largement. La digitalisation, c'est dur à dire d'ailleurs, où en fait, on parle de cette technique comme étant vraiment un nouvel outil ou un nouveau levier, à la fois d'organisation des entreprises, mais de performance, où on intègre des technologies digitales dans toutes les étapes de la production. Donc, on va parler de cycle industriel, mais également des métiers de la maintenance, des métiers support, des métiers, donc les bureaux d'études, tout. Donc, le numérique et le digital est entré, on va dire, dans la vie quotidienne des entreprises. Alors, on a certaines entreprises, certains secteurs industriels qui sont très en avance dans cette organisation technologique. On a d'autres qui sont en train de faire leur évolution actuellement. Et tout ça, ça va s'étaler. Quand on parle de révolution, on pourrait croire que ça se passe en quelques jours ou quelques mois ou un an ou deux. Non, ça s'étale. Donc, c'est cette notion de connexion et de digitalisation est en train d'arriver de façon vraiment très importante dans tous les pans de l'industrie et dans tous les secteurs industriels. Alors, je passe le relais à Julien donc pour parler aussi de l'impact en termes de métiers et de domaines techniques. Donc là, sur la présentation, c'est plus du vocabulaire qui fait référence à cette idée d'industrie 4.0. Alors, il y a du vocabulaire qu'on retrouve pour l'industrie 3.0, mais il y a de nouveaux termes, il y a de nouvelles choses, il y a des évolutions. Donc, on parle d'automatisme et de robotique, c'est des choses qui étaient déjà présentes dans l'industrie 3.0, mais qui se démocratisent et qui sont indispensables à l'industrie 4.0 pour tout ce qui va en découler derrière, comme par exemple la notion de supervision. Une supervision a pour vocation de collecter en fait des données qui sont sur les automates,
dans l'idée d'avoir une vue d'ensemble sur la production d'une entreprise. Avoir des indicatifs sur le rendement, sur des notions aussi de normes pour avoir un suivi, des lots de pièces, des choses comme ça, des choses aussi qui sont… La supervision, en fait, devient nécessaire aussi par rapport à certaines normes. On n'a pas le choix d'avoir un suivi de l'eau, de choses comme ça. Donc la norme vient avoir un impact sur ces éléments-là. Donc tous ces éléments ont une nécessité de communiquer en réseau. Donc on se retrouve avec des protocoles un peu particuliers, des protocoles qu'on peut retrouver aussi bien chez nous, mais on retrouve aussi des protocoles plus industriels qui sont très spécifiques, liés à l'industrie, ce qui amène en fait à une intercommunication et aussi à des notions de cybersécurité. Donc le métier a tendance à évoluer. L'automaticien d'il y a 30, 40 ans a changé. Ce métier a complètement évolué. Il tend vers un métier d'informaticien où on vient toucher à du réseau, à de la cybersécurité, à presque un travail d'informaticien. D'un autre côté, on retrouve aussi beaucoup d'objets connectés, alors du même type qu'on peut retrouver chez soi en termes de domotique, mais on retrouve des objets de la même famille dans l'industrie. Donc, ce sont des éléments qui vont communiquer, par exemple, par Internet et qui vont être plus ou moins autonomes. Donc là aussi, on retrouve des éléments qui n'existaient pas avant. Voilà. L'avantage aussi, c'est que ça permet, tous ces outils d'automatisme et de supervision, de faire de la maintenance prédictive. Avant, on se contentait de faire de la maintenance curative, donc c'est-à-dire si on a une défaillance, on la répare. Préventive, c'est-à-dire anticiper avant d'avoir une défaillance liée à un nombre de cycles. Si un élément est donné, par exemple, pour, je ne sais pas, une centaine de cycles de fonctionnement, on va anticiper et changer un petit peu avant. Là, l'avantage, c'est qu'on peut faire de la maintenance prédictive et avoir des capteurs qui font de la mesure directement sur les éléments pour changer juste au moment, enfin juste un peu avant la défaillance. Donc de là, on se retrouve avec des machines qui sont intelligentes et qui sont capables de prédire des défaillances. Là, on est vraiment dans l'ère de l'industrie 4.0. On a aussi de la réalité augmentée pour aider, par exemple, les opérateurs à faire du diagnostic technique. L'idée, c'est de les monter en compétences et de leur donner des prérogatives de réparation sur les machines. On a aussi de la notion d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui arrive un petit peu dans les entreprises. L'idée, c'est qu'un système donné puisse prendre des initiatives et évoluer d'elle-même. Et on parle, pour finir, d'éco-conception. Là, c'est les normes environnementales qui sont de plus en plus présentes en fait, dans l'industrie. Donc, on a toujours en fait, un besoin de faire attention à la fabrication, au recyclage, au traitement des déchets. Donc, c'est très présent, même dans les bureaux d'études maintenant, cette idée d'être éco-responsable et de veiller à ne pas détériorer l'environnement. Voilà. Ce que vient d'expliquer Julien, effectivement, ça me parle parce que dans mon métier, c'est complètement ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse centrale électrique comme celle qui est en fin de construction actuellement, en phase de test sur l'Andivisio, c'est une centrale qui est quasiment autopilotée. Il faut 2 personnes en fait constamment aux commandes pour avoir des rôles de surveillance et amener certaines actions manuelles aussi. Mais effectivement, c'est grâce à la supervision, c'est grâce au réseau, c'est grâce à l'intercommunication, à l'intelligence artificielle qu'on arrive à faire tourner une usine comme ça avec si peu de personnes. C'est pas pour autant que on perd en termes d'emploi en fait. On gagne en termes d'emploi puisque c'est des gens qui sont qualifiés qui vont conduire la centrale. Et déjà, c'est des gens qui sont qualifiés, qui sont habitués au métier du numérique. Et en plus de ça, les personnes qui n'ont plus en conduite, c'est des personnes qui basculent en maintenance pour tout ce qui est maintien des systèmes numériques, informatiques, des capteurs, des automates, etc. Ok. Et du coup, peut-être un mot justement sur les métiers, les formations qui en découlent en fait finalement de ces compétences. Oui, alors je vais faire un focus juste sur des métiers auxquels on est habitué de préparer donc des personnes. Dans les métiers de la maintenance et les métiers de l'automatisme. Dans les métiers qui existaient déjà, donc les métiers de la maintenance, comme le disaient Julien et Aurore, il y a une évolution. On a vraiment l'impact de l'informatique dans la vie de tous les jours.
Donc, un exemple très concret, donc la maintenance prédictive dont parlait Julien, c'est quelque chose qui s'organise avec des outils donc, informatiques. On va parler de GMAO, donc la gestion de maintenance assistée par ordinateur, qui existait déjà, hein, mais avec des systèmes de pilotage qui sont un peu différents. Donc, un exemple très, très simple, donc, les intervenants, par exemple, sur des machines aujourd'hui, donc, vont de plus en plus avec des outils informatiques qui les accompagnent, par exemple une tablette ou un PC. Et lorsqu'ils interviennent sur la maintenance donc de la machine en question, si effectivement tout le système a été pensé de façon globalisée, donc les interventions de maintenance sont tout de suite répertoriées sur le logiciel, en fait, compte. Lorsqu'il y a une pièce à changer, donc le système de stock est tout de suite prévenu. En fait, il y a vraiment une globalisation, il y a un pilotage centralisé et tout est connecté. On va le retrouver également, donc les techniciens de maintenance de plus en plus vont travailler avec des outils qui sont liés à l'automatisme et à la robotique. C'est vrai qu'on a très peu parlé de la robotique, mais la robotique, c'est quelque chose une technologie qui arrive de plus en plus dans les entreprises. Elle existe déjà depuis très longtemps, par exemple, dans le secteur de l'automobile, mais on le retrouve de plus en plus dans des secteurs auxquels on ne pensait pas forcément à l'arrivée de la robotique. Donc, par exemple, l'agroalimentaire s'équipe de plus en plus d'outils robotiques. Donc, ça veut dire que les techniciens ou les techniciennes de maintenance, hier, mais encore plus aujourd'hui et encore beaucoup plus demain, devront travailler en lien avec des équipements automatisés, avec des robots, avec la notion aussi d'outils donc, informatisés pour traiter leurs tâches ou pour pouvoir rentrer un peu plus, par exemple, dans la machine. Alors tout ça, ça s'apprend, hein, bien évidemment. Hein. Donc en maintenance, donc, dans nos formations, donc, on intègre toutes ces nouvelles évolutions, mais on accompagne également les techniciens qui sont déjà formés, donc par exemple les entreprises, pour les évolutions technologiques. L'automaticien ou l'automaticienne, donc là, on va dire, c'est vraiment l'impact de ce qu'on disait, d'évolution technologique. L'automatisme existe depuis longtemps, pareil, dans l'industrie, mais arrive de façon très, très, très importante. Donc aujourd'hui, on a besoin de personnes qui sont présentes dans la conception, soit dans des sociétés spécialisées de type bureau d'études, ou qui sont ce qu'on appelle des équipementiers industriels, qui fabriquent en fait des machines de production. Et donc là, on a besoin de personnes qui sont vraiment sur la partie création de la machine, toute la partie donc cerveau de la machine en fait, hein, pour faire simple, la partie communication. Donc on va parler d'informatique industrielle pour la communication entre l'homme et la machine, c'est-à-dire la personne qui va travailler en lien avec la machine, qui va la piloter, qui va la maintenir, mais également tout ce qui va être communication pour les éléments de la machine elle-même. Donc, on a besoin d'automaticiennes et d'automaticiens. Et donc, on forme cette compétence-là. Donc, là, très concrètement, on est sur des formations qui sont accessibles quand même à des personnes qui souhaitent se reconvertir, qui aiment l'informatique, mais qui ne pensaient pas forcément qu'il était possible de travailler avec ces compétences-là dans le secteur industriel. Donc, on peut former, ce sont des messages en fait qu'il faut entendre, on peut se perfectionner, se reconvertir dans des métiers de l'industrie qui ont beaucoup de types de postes à pourvoir dans ces métiers de la maintenance et des métiers de l'automatisme. Et ces métiers, enfin ces formations sont accessibles à partir de quel niveau d'études Alors, en maintenance, on peut se qualifier à partir d'un niveau bac, niveau 4. Et après, donc, les métiers de la maintenance, il y a donc, en fonction du type d'entreprise, des possibilités de se spécialiser ou d'avoir des montées en compétences. Si on prend une entreprise, par exemple, de taille petite qui a des équipes plutôt restreintes en maintenance, en fonction de la technologie, une formation de niveau bac peut être très largement suffisante. Si effectivement on fait appel à des technologies beaucoup plus pointues, par exemple liées à l'automatisme, là on devra plutôt aller vers des bac plus 2 avec des spécialisations, par exemple, qui vont un peu plus loin en automatisme. Mais Aurore, justement, est un excellent exemple donc, donc je te laisse expliquer peut-être. Ouais, Oui. donc comme je le disais au début, je suis une ancienne stagiaire du Greta plusieurs fois, à savoir que j'ai commencé par… à la base, j'étais électricienne de chantier et donc j'ai voulu faire évoluer ma carrière. Donc je me suis lancée dans la formation niveau bac technicienne de maintenance
ça a été le début de la découverte en fait de l'automatisme et donc de ce côté numérique dans l'industrie que j'attendais pas forcément. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans par la suite, à l'issue de mon diplôme. Et puis je suis revenue au Greta pour la formation TSA2I, donc la formation en automatisme et informatique industrielle, en sortant donc, avec un niveau bac+2. Et effectivement, ces formations m'ont permis de trouver un boulot tout de suite. C'est des formations qui sont vraiment accessibles. C'est des parcours, enfin la formation pour adultes, globalement, c'est des formations qui sont adaptées. On arrive tous en tant que stagiaires avec des parcours qui sont complètement différents. C'est pas du tout un retour à l'école en fait, parce qu'on est tous là avec nos expériences passées. Il y a une mixité, que ce soit culturelle, que ce soit entre les femmes et les hommes, que ce soit au niveau des parcours, et tout le monde est là pour s'entraider, etc. Et donc c'est vraiment une façon d'apprendre qui est complètement différente et qui ouvre des portes. Après, on apprend tous les uns des autres et ça ouvre vraiment des portes vers l'emploi. Et justement, en termes d'emploi, est-ce que vous pouvez dire un mot sur l'employabilité en local peut-être? Alors, l'emploi, on a énormément de postes à pourvoir. Dans les métiers de la maintenance, en sachant que, comme je disais tout à l'heure, donc la maintenance évolue puisqu'elle intègre des nouvelles technologies. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a des besoins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'automatisation, la robotisation. Donc, réorganise les postes de travail, mais crée de nouvelles fonctions, de nouveaux postes. Donc, sur les métiers de la maintenance, rien que dans cette famille de métiers, on parle de centaines de postes à pourvoir au niveau Bretagne. Et au niveau du Finistère, on a à peu près tout le temps entre 80 et 100 postes à pourvoir. Et si on regarde la Cornouaille, on est avec des dizaines de postes à pourvoir. Et ça correspond à tous les pans de l'industrie, tous les secteurs en fait compte de l'industrie. Puisque l'industrie, à partir du moment où on a un équipement industriel, une machine, quelle que ce soit une machine à commande numérique, une machine automatisée, une ligne de production, que ce soit par exemple dans le secteur donc, de l'agroalimentaire, laiterie, l'abattage, la transformation de produits, par exemple en plats préparés. Si on va dans la chimie, dans la plasturgie, dans la sous-traitance automobile, y compris par exemple dans les chantiers navals, on va avoir des équipements et il faut les maintenir, ces équipements. Et il faut les maintenir avec les nouvelles technologies dont on parlait tout à l'heure. Et donc, il y a besoin de personnes formées. Et malheureusement, en fait, il y a trop peu de personnes formées à ces compétences sur le marché du travail. Et aujourd'hui, on est vraiment typiquement dans des métiers en tension où, en fait, on a plus d'offres de postes, d'offres d'emploi que de personnes sur le marché du travail prêtes à aller vers ce métier. Donc, les entreprises sont ouvertes pour accueillir donc, de nouvelles compétences. J'insiste, femmes et hommes. Ce sont des métiers qui se sont de plus en plus ouverts et qui vont continuer de s'ouvrir également, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et donc, pareil pour les métiers de l'automatisme. Alors, les métiers de l'automatisme, il n'y a pas un type de métier, il y en a plusieurs sortes. On peut être automaticien, automaticienne en bureau d'études. Donc, il y a plusieurs exemples dans la région, ne serait-ce que de Quimper. On a des sociétés qui sont spécialisées justement dans la région de Quimper et qui fabriquent par exemple des équipements industriels pour l'agroalimentaire. Et donc, il y a besoin d'automaticiennes et d'automaticiens qui vont travailler à la conception donc, de la machine, qui vont travailler à la conception du programme informatique et donc tous les éléments de communicants qu'on va retrouver dans les machines. Et on a besoin aussi, donc, de la même manière, une fois que ces machines sont installées, il faut aller les paramétrer, il faut les maintenir. Et souvent, les entreprises qui font de la prestation, qui déploient ce type donc, de machines, vendent aussi des contrats pour la maintenance spécialisée. Donc, on a besoin de techniciennes et de techniciens aussi qui soient capables de circuler parfois aussi dans des usines en fait, pour pouvoir aller maintenir ces équipements-là. Donc, on a besoin de nouvelles générations de techniciens maintenance orientée automatisme et informatique industrielle aussi. Donc, en fait, quand on regarde le panel de postes, aujourd'hui, on a largement plus d'une centaine de postes à pourvoir, ne serait-ce que sur le Finistère. Et très concrètement, sur la région de Quimper, on peut les chiffrer en dizaines.
Et en termes de mixité, actuellement, en tout cas, est-ce que vous avez des chiffres, que ce soit dans les formations ou dans les personnes déjà en poste? Alors malheureusement, en termes de mixité, les chiffres ne sont pas bons, même pas bons du tout, puisqu'on a trop peu de femmes dans ces métiers. Alors, les raisons, c'est compliqué, hein. Il y a des représentations de métiers qu'il faut casser. Donc, les métiers de la maintenance ne sont pas réservés aux hommes. Ils sont ouverts aux personnes compétentes, qu'elles soient femmes ou hommes, et on peut se qualifier à tout âge. Alors, Aurore est très jeune, mais Aurore, si je peux me permettre, est un excellent exemple en fait de reconversion, puisque tu étais dans un secteur qui n'avait rien à voir à l'origine. Effectivement, à l'origine, moi, je suis issue d'un bac littéraire. En termes de mixité, effectivement, quand j'ai dit au collège, en troisième, que je voulais travailler dans l'électricité, dans les énergies, etc., on m'a ri au nez en disant que de toute façon, j'étais trop bonne à l'école d'un côté, et de l'autre, que j'étais une femme et que ce n'était pas un métier pour les femmes. Donc, effectivement, en termes de mixité, ça peut expliquer des choses aussi, qu'on ait eu encore ce genre de discours il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce que maintenant, enfin, voilà, j'avais 15 ans, ça refroidit pas mal. Mais au final, c'est quelque chose que j'ai entendu à ce moment-là, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout réentendu au moment où je me suis lancée, en fait. Je me suis lancée, et le fait d'être une femme, ça faisait absolument aucune différence. J'étais même peut-être bien accueillie par les employeurs, parce que justement, il y a énormément d'employeurs qui cherchent à diversifier leurs équipes et à apporter de la mixité, parce qu'ils se rendent compte maintenant que c'est aussi des compétences qui sont différentes, une manière de travailler qui est différente, et ça intéresse les entreprises aussi. Et puis parce que voilà, il y a la volonté de mixité sur ce métier, sur ces métiers du numérique et de la maintenance. Donc ça n'a jamais été un problème, en fait. Et c'est dommage. Donc s'il y a des femmes qui ont envie de se lancer dans ces métiers-là et qui hésitent en disant comment ça va se passer du fait que je sois une femme, foncez. Franchement, il n'y a pas à hésiter, il faut foncer, parce que c'est des métiers qui sont super intéressants. C'est vraiment des métiers de passion. Et l'accueil qu'on reçoit une fois qu'on a mis le pied dans les métiers, il n'est pas du tout celui qu'on pense. Et justement, en termes de métier, de quotidien, est-ce que, alors je commence par Aurore, mais c'est vrai qu'après Julien peut compléter évidemment. En gros, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est pour vous une semaine type ou une journée type? Concrètement, voilà, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous occupe de manière générale? Alors, c'est aussi ce que j'adore dans mon travail, et c'est ce que j'adore dans l'industrie et dans les services de maintenance, c'est qu'une journée type ou une semaine type, c'est très compliqué à décrire. Parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont tellement diversifiés. Je vais pouvoir aller à un moment donné m'occuper de capteurs sur le terrain, de capteurs de pression, etc. Et puis après, aller faire un peu de programmation, puisque les opérateurs voudront avoir une vue différente de la centrale, etc. Donc, programmer sur le logiciel de supervision, faire des backups, aller me connecter sur les serveurs, donc voilà, aller taper des lignes de commande sous Linux. Ça dépend vraiment de la vie de la centrale, en fait. L'industrie, c'est un outil de production qui vit, qui a des petits problèmes aussi, des fois de temps en temps. Et en fait, il faut toujours répondre aux plus urgents. Donc, je vais pouvoir aussi me connecter avec des personnes qui sont à l'autre bout du monde. J'ai la chance de travailler avec une grande entreprise qui fonctionne beaucoup à l'horizontale. Donc, en cas de souci, je vais pouvoir me connecter avec des experts qui sont à l'autre bout du monde, etc., directement. C'est vraiment très, très diversifié. On fait un peu de tout. C'est vraiment dans l'industrie, les métiers de l'informatique industrielle et de l'automatisme, des métiers où il faut aimer bouger, il faut aimer aller d'une chose à l'autre, il faut être curieux avant tout, il faut vraiment, vraiment être curieux et toujours continuer à apprendre, etc. On est sur vraiment de la formation continue dans notre métier. Tout au long de la vie, il faut se former avec les nouvelles technologies qui arrivent.
Et voilà, c'est vraiment de la passion. C'est dur de décrire une journée type. Il va y avoir du travail de terrain, il va y avoir du travail de bureau, il va y avoir du travail de programmation, il va y avoir des capteurs à démonter. C'est multi-technique. Ok, merci. Du coup, Julien. Oui, oui. En me concernant, moi qui ai été donc automaticien dans l'industrie, dans une entreprise manufacturière, on n'était pas vraiment un bureau d'études, même si j'étais rattaché à un bureau d'études. Pour une journée type, c'était assez découpé en fait. Donc le matin, généralement les 2 premières heures, j'enlevais ma casquette d'automaticien et j'étais plus technicien de maintenance pour apporter un soutien à l'équipe technique. Donc mécanique, problème mécanique, problème électrique. Je venais un peu compléter l'équipe pour remettre l'usine d'équerre suite à la nuit où quelquefois on peut rencontrer des difficultés parce que le technicien de maintenance travaillait seul. Donc arrivé à 8 heures, généralement j'étais un peu en soutien. Arrivé à la moitié de la matinée, je remettais une casquette d'automaticien, donc je travaillais sur des projets neufs, vu que j'étais rattaché au bureau d'études. Donc on avait généralement 1 ou 2 projets de conception de machines, parce qu'on avait un bureau d'études dans l'entreprise, donc on fabriquait nous-mêmes les machines. Donc, je faisais de la programmation d'automates, en fait, du choix de matériel, du câblage électrique, enfin un vrai travail d'automaticien. Et l'après-midi, j'avais un peu une double casquette. J'étais plus informaticien. Je faisais de la programmation sur PC, sur serveur, dans l'idée de mettre en place une supervision pour collecter toutes les données de l'entreprise. Donc, dans l'idée d'archiver un petit peu qui fait quoi, quand, avoir un suivi des pièces, des pièces. Mais faut garder en tête que plus l'entreprise sera petite, d'autant plus si on est dans une industrie plutôt qu'un bureau d'études, on va être amené à avoir un métier très diversifié, surtout en tant qu'automaticien. L'automaticien se doit d'être un peu technicien de maintenance, un peu électrotechnicien, avoir des connaissances des fois en pneumatique. C'est très diversifié, donc on est vraiment amené à toucher à tout. On sera automaticien sur la feuille de paye, mais ça ne sera pas un plein temps. L'avantage aussi, c'est que c'est un métier qui est très formateur. Par la force des choses, on voit énormément de choses. Il faut rester ouvert aux nouvelles technologies, aux nouvelles choses, parce qu'on en a besoin, même en tant qu'automaticien, pour faire de la conception. Il faut être ouvert aux nouvelles choses. Donc, on peut passer on est automaticien, on va vers l'informatique, on redescend vers une partie électrique. Ça fait partie de nos prérogatives, mais rien n'empêche des fois de faire de la plomberie ou même de la peinture parce que voilà, il y a une demande, il y a un besoin. Ça sera une toute petite partie de l'emploi, mais il faut garder en tête que ça fait partie du métier. Comme le fait, par exemple, à la fin, au bout de quelques années, en fait, j'avais en charge le parc informatique qui était à maintenir. Donc, j'avais pas mal de PC justement à maintenir en état. Donc, initialement, ça ne fait pas partie d'un métier d'automaticien, mais par la force des choses, au fil des années, avec l'ancienneté dans une entreprise, on se retrouve à avoir plus de prérogatives. Donc, métiers très ouverts, ont beaucoup d'évolution. Il faut être curieux. Donc, un métier de passion, effectivement, comme on disait. Un vrai métier de passion. Donc justement, au niveau des qualités, donc il faut être curieux. Est-ce que vous pouvez, selon vous en tout cas, m'expliquer quelles compétences ou quelles qualités il est bien d'avoir pour travailler et pour surtout s'épanouir dans ces métiers-là? La curiosité, évidemment, c'est lié aussi à la veille, rester en veille technologique, et puis peut-être lié aussi à l'appétence pour les outils informatiques, mais pas que. Non, pas que. Effectivement, enfin, pour moi, la curiosité, c'est le principe, c'est vraiment le trait de caractère principal qu'il faut avoir pour travailler dans ces métiers-là. Il faut être curieux et pas forcément justement pour la veille technologique et des outils informatiques et numériques. Il faut vraiment être curieux de tout. Il faut avoir un côté intéressé par voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne. Il faut aimer le challenge aussi et il faut savoir vraiment s'intéresser à tout et pouvoir sauter d'une chose à l'autre. Ça, c'est vraiment important parce que dans l'industrie, c'est ce que disait Julien, lui, il a été amené à faire de la peinture, etc. Moi, actuellement, je suis amenée à rencontrer des fournisseurs, à chercher des prestataires de services, donc à rentrer dans des métiers de service aussi. On est vraiment…
multitâche, et je pense que c'est ultra important dans l'industrie actuellement, dans un service de maintenance notamment, de pouvoir se dire eh ben, je ne m'arrête pas forcément à ma fiche de poste, mais tiens, aujourd'hui, je vais prendre telle casquette, aujourd'hui, je vais prendre telle casquette, et puis aujourd'hui, je vais en prendre 2 ou 3 sur la tête en même temps, et puis je vais faire voilà, en un seul métier, je vais en faire 3 ou je vais en faire 4, et tout ça dans une même journée, quoi. C'est vraiment important comme qualité. Enfin, comme qualité, je ne sais pas si c'est une qualité, mais dans le caractère de se dire que voilà, on va toucher à tout. Dans l'industrie, dans un service de maintenance, on va toucher à tout. Pour compléter ce que dit Aurore, la notion d'adaptabilité. Puisque en fait, c'est vrai que lorsqu'on parle d'industrie, parfois on peut avoir des images très très simples. On pense que uniquement à certains emplois postés où la personne va faire la même chose quasi tout le temps. Ça a quasi disparu. Ça existe encore un petit peu, mais ça a quasi disparu. Il faut être très polyvalent. Et dans les métiers, encore plus dans les métiers de la maintenance industrielle et l'automatisme, comme le disait Aurore, il faut être en veille, il faut être ouvert. En fait, il faut être adaptable parce que lorsque on arrive, Julien le disait tout à l'heure, donc on arrive le matin dans l'entreprise, il peut y avoir une défaillance la nuit sur un équipement sur lequel il faut intervenir. Et lorsqu'on est automaticien, c'est pareil. Donc ça va être rentrer un peu plus dans la machine, un peu plus dans le cerveau de la machine, hein, pour utiliser une image un peu simple. Mais c'est un peu ça. Et lorsqu'on travaille dans la conception aussi de machines, c'est-à-dire plus en bureau d'études ou en entreprise qui fait de l'équipement pour l'industrie, je dirais que c'est quasi pareil, puisque en fait, quand elles fabriquent ces entreprises-là, elles sont spécialisées souvent donc, dans de la machine sur mesure. Donc, à partir du moment où elles font du sur mesure, elles ont besoin aussi dans leurs équipes de personnes qui soient en capacité d'analyser, d'être ouverts, de s'adapter, de s'organiser, de communiquer à l'interne, à l'externe, d'être en veille et d'avoir envie. Quelque part, le fait d'avoir envie ça fait avancer. Et puis, c'est quelque chose qui se retrouve de façon quotidienne. Avoir l'esprit créatif aussi. Pour rebondir sur ce que tu disais, avoir l'esprit créatif, c'est hyper important. Et ça, qu'on soit pour le coup en conception, en bureau d'études ou qu'on soit en industrie, parce qu'à un moment donné, il va falloir trouver des nouvelles solutions si les solutions classiques ne marchent pas. Et c'est particulièrement vrai justement pour l'automatisme et le numérique. C'est aussi ça, c'est faire preuve d'esprit créatif pour trouver des nouvelles façons de faire face à un problème ou des nouvelles façons de produire, tout simplement, en fait. À celui qui aime bidouiller son ordi, en monter un, à celui qui fait sa révision lui-même sur sa voiture, ou celui qui se demande comment fonctionne son grille-pain ou son radio-réveil et qui le démonte, lui aura sa place justement en tant qu'automaticien dans l'idée d'être curieux et de savoir comment ça fonctionne. Tout à l'heure, j'expliquais un peu ce que je faisais en tant qu'automaticien, un peu informaticien, un peu électricien. Mais il y a d'autres côtés aussi. Par exemple, une partie de mon temps, j'étais entre guillemets commercial à chercher des éléments. On a une problématique, on n'a pas l'outil, on ne sait pas quoi utiliser, on n'a pas de solution technique, donc il va falloir démarcher des commerciales, il va falloir contacter des entreprises, il va falloir trouver une solution, il va falloir faire des essais avec du matériel, il va falloir faire des devis, négocier les devis aussi. Donc, c'est complètement différent. On est dans une posture aussi d'achat. Il faut faire les budgets aussi en fin d'année. Donc, il y a une notion de comptabilité. Donc, c'est très large. Voilà. L'automaticien a pas mal de prérogatives, surtout quand on travaille sur des projets neufs. Donc, de l'idée à la conception, en passant par les devis, à l'intégration, à la programmation, à la mise en service, et derrière aussi former les gens. Moi, quand je travaillais sur un système, je me consacrais plusieurs jours pour former les gens. C'est que de l'humain. On rédige des procédures papier et après, on explique aux opérateurs comment fonctionne le système. Donc là, on n'est que sur de l'humain, on n'est que sur de la discussion. Et après, ensuite, former les techniciens de maintenance pour maintenir en service la machine qui a été conçue. Voilà. Là, c'est que de la discussion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétences auxquelles on ne s'attend pas forcément quand on arrive comme ça à première vue sur ces métiers. Ne serait-ce que la créativité. Vu de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est pas forcément, ça fait pas partie du quotidien, alors que si, justement, c'est même le cœur de ces métiers, savoir s'adapter, être créatif
Et aussi, quelque chose d'important, c'est de savoir expliquer, enfin, être pédagogue, expliquer, savoir vulgariser un peu ce qu'on fait et s'adapter aux personnes qui, voilà, aux différents interlocuteurs que vous avez en face, qui ne sont pas du métier, ou alors qui vont le devenir, donc en formant des techniciens aussi à vos pratiques. Alors, donc je pense on a bien fait le tour en fait des différents aspects de ces métiers. Est-ce que justement en termes d'accessibilité, on peut dire un mot sur le financement des formations? Parce que c'est aussi très important d'en parler. Voilà, donc je vous laisse la parole. Oui, alors je vais expliquer globalement, puis après Aurore pourra expliquer comment elle a fait elle-même. Donc en fait, on est vraiment dans ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. La formation tout au long de la vie, c'est quoi? C'est le fait de permettre à quelqu'un qui est sorti en fait de l'école classique, hein, de pouvoir se former, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez salarié, que vous soyez aussi même particulier. Donc on peut se former tout au long de sa vie professionnelle. On peut se requalifier, on peut se reconvertir, on peut découvrir totalement un nouveau métier en faisant un virage complet, quoi. Et pour cela, en fait, il y a plein de mesures qui existent. Alors pour les salariés, on a le fameux CPF, hein, le compte personnel de formation, qui permet des accès donc, à des formations souvent courtes, mais lorsqu'on est salarié, on peut aussi faire des formations plus longues avec des congés de formation qu'on appelle des projets de transition professionnelle aujourd'hui. Donc c'est possible à partir du moment où vous projetez donc, de faire une formation avec l'acquisition d'un nouveau diplôme et que vous allez chercher, on va dire, avec cette nouvelle compétence-là. Donc il y a des possibilités pour les salariés. Donc, quand vous êtes salarié aussi, en accord avec votre entreprise, il peut y avoir aussi la définition donc, de plans de formation spécifiques pour une montée en compétences, pour une adaptation. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la maintenance ou l'automatisme. On accompagne très souvent des entreprises dans la montée en compétences des équipes de maintenance, par exemple, sur, je sais pas, comment se comporter avec un nouvel automate, ou alors on a intégré un robot sur une ligne de production, comment il faut faire, comment ça fonctionne, comment on pilote le robot, comment on le programme. On fait des formations de ce type-là. Après, lorsqu'on est demandeur d'emploi, de la même manière, on peut se reconvertir, on va acquérir des compétences. Donc, on a des programmes de formation. Aujourd'hui, la région Bretagne, comme Pôle emploi, investissent de façon très importante dans la formation pour les demandeurs d'emploi. Et ce sont des formations qui sont ouvertes et qui sont prises en charge à 100% par la région Bretagne, par exemple, et qui permettent l'acquisition donc d'un diplôme. Ça peut être des formations longues, des formations courtes. Et Aurore, justement, tu es passée par là. Ouais. Moi, je suis passée par trois formations adultes. La première, c'était donc un titre professionnel niveau BEP, électricien d'équipement avec l'AFPA. Celle-ci, je l'ai faite en alternance. Donc, j'étais salariée d'une entreprise et je passais une partie de mon temps, la majorité du temps en entreprise et une partie du temps en centre de formation. Donc, ça a été la première chose. Ensuite, quand je suis partie en maintenance industrielle, en fait, j'avais travaillé suffisamment pour avoir le droit au chômage. Donc, j'étais au chômage et donc financée par la région Bretagne et je vivais sur mon chômage pendant la durée de ma formation. Et ensuite, donc après mon diplôme de technicienne de maintenance, j'ai trouvé du boulot, mais tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai même pas déposé un CV, en fait, j'ai trouvé du boulot tout de suite. Je suis restée avec cette entreprise pendant 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, je leur ai demandé justement un congé de formation et je suis passée par le CPF PTP, donc le projet de transition professionnelle, pour faire la formation TSA2I. Donc, en fait, c'est une démarche à faire auprès de son entreprise, c'est un dossier à envoyer, ça passe en commission. Si le projet est bien motivé, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas et on vit normalement tout en restant salarié de notre ancienne entreprise. J'ai oublié de préciser aussi, donc Aurore en a parlé, elle a commencé par là aussi, donc c'est l'alternance. Donc aujourd'hui, on peut aussi, y compris avec des âges un peu plus avancés, donc l'apprentissage est ouvert jusqu'à maintenant 29 ans. Et les contrats de professionnalisation, c'est-à-dire l'autre forme d'apprentissage, enfin d'alternance, on va dire, c'est ouvert tout au long de la vie en fonction donc, des besoins des entreprises et de vous-même. Donc on peut aussi utiliser cette formule-là, c'est-à-dire l'alternance entre le centre de formation et l'entreprise
avec deux types de contrats, des contrats justement qui permettent une montée en compétences et justement l'acquisition d'une formation et puis d'un diplôme en fait, hein, pour vous. Pour les personnes, c'est aussi enrichissant, c'est une façon, on va dire, donc de monter en compétences tout en enrichissant son propre CV et pour être plus fort sur le marché du travail après. Alors oui, c'est vrai que ce qui est bien avec ces métiers, ce que vous disiez, hein, c'est qu'on est, en fait, on est sûr d'avoir un boulot à la sortie de la formation. En fait, Oui. c'est pas une formation entre guillemets risquée en termes d'emploi. On est vraiment sûr d'être employé même au niveau local. Il n'y a pas besoin d'aller sur des grandes villes. C'est quand même un luxe. Complètement. En fait, si on prend, pour faire très simple, hein, si on prend la formation en maintenance, aujourd'hui, donc lorsqu'on met en place une formation, il faut savoir qu'on reçoit continuellement de la part des entreprises des offres de postes qui en fait qui nous connaissent, mais ça marche avec d'autres organismes de formation également, hein. Ils nous connaissent, ils savent ce qu'on met en place et on est en relation permanente avec eux, aussi pour les entendre sur leurs besoins technologiques et pour faire évoluer nos contenus. Et en fait, comme le disait Aurore, l'exemple d'Aurore, à deux reprises, Aurore, en fait, à deux reprises, elle a eu un emploi avant même la fin de la formation. C'est-à-dire qu'en maintenance, elle avait une promesse d'embauche, elle a tout de suite été embauchée. Oui. Et en automatisme l'année dernière, donc Aurore, en fait, on s'est arrangé avec l'entreprise et Aurore, puisque Aurore est partie plus d'un mois avant la fin de la formation, même 2 mois avant. 2 mois, 3 mois. Voilà. Donc en fait, Aurore a été, entre guillemets, débauchée de la formation pour être embauchée dans l'entreprise avec un CDI tout de suite. Et en fait, il y a vraiment un potentiel. Après, on ne vous cache pas, il faut être aussi mobile. Il y a aussi dans l'industrie, parfois il peut y avoir des contraintes, hein, donc, notamment en termes d'horaire. Donc il faut penser à tout ça. Ça dépend après des emplois dans lesquels on est. En bureau d'études, par exemple, il y a moins de contraintes horaires avec par exemple ce qu'on appelle de l'équipe. Mais l'emploi est là et sur maintenance, dans un rayon de 30 à 50 km autour de Quimper, il y a des dizaines de postes. En automatisme, ça dépend après si on veut travailler en bureau d'études, donc il faut plutôt tourner autour des villes qui ont des bureaux d'études. Donc par exemple, rien que sur Quimper, on en a plusieurs. Ensuite, il faut aller dans d'autres villes, Brest, etc. Mais on a, à titre d'exemple, des entreprises qui, tous les ans, proposent des postes systématiquement aux stagiaires qui sortent donc, de nos formations. Avec les différents niveaux de qualification qui vont du bac à bac plus 2. On parle de bac à bac plus 2. Hein. Et on peut continuer après de se qualifier dans d'autres formations ailleurs aussi. Je vois, moi, me concernant, qui ai travaillé, en fait, il y a quelques mois, j'étais encore sur Nantes. J'ai dû démissionner pour des raisons purement familiales. Quand je suis arrivé en Bretagne, j'ai cherché donc un emploi. J'ai eu 4 entretiens et j'étais pris dans les 4 entreprises. Voilà. Donc, j'ai eu le choix. Voilà. Donc, beaucoup de gens ont des difficultés à trouver un emploi. Alors, certes, j'ai un peu d'ancienneté, j'ai 10 ans dans l'industrie, mais j'ai eu cette chance d'avoir le choix de choisir l'emploi que je voulais faire. Donc, c'est vrai pour moi, c'est vrai aussi pour les gens qui commencent après une formation, qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il y a énormément de demandes. Nous qui sommes dans le technique en fait, au quotidien, on a écho de cette demande, de cette attente en fait, des entreprises de recruter. Il y a une grosse pénurie, donc il y a de la place. Il y aura de la place pour beaucoup de gens là. Et en termes de salaire, alors j'imagine que ça va beaucoup dépendre des secteurs. On a aussi précisé que c'était quand même des postes, et ça c'est aussi très bien, qui sont évolutifs, des perspectives d'évolution en fait dans les différents métiers. Mais en tout cas, quand on débute, à quel niveau de salaire on peut s'attendre? Ça varie complètement. Donc, chez vos Oui, exemples. oui, ça varie par rapport au. Déjà, il y a deux critères. Est-ce qu'on va travailler en industrie ou est-ce qu'on va travailler en bureau d'études? Et déjà, on peut avoir en fait une différence à ce niveau-là. L'autre différence, c'est le secteur d'activité. L'agroalimentaire sera un peu différent d'une entreprise manufacturière. Et encore, ça ne veut rien dire. Là, je fais un peu une généralité. En termes de rémunération, je dirais pour un technicien de maintenance, on serait entre 1003 et 1005, voire peut-être 1006, entre 1003 et 1006 net. Je ne parle pas en brut, hein, je reste salarié, je raisonne plus facilement en net. Je dirais entre 1003 et 1006 suivant le secteur d'activité et les horaires. Voilà. Et ça peut grimper très rapidement autour de 2000 euros.
C'est pas rare d'avoir des personnes qui sont embauchées en fonction du secteur d'activité, du type du lieu, enfin de plein de choses. Donc, ça peut arriver très rapidement autour de 1800 à 2000 euros. Ouais, ouais, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Après, ça dépend aussi beaucoup des contraintes, hein. Parce que globalement, les astreintes, c'est quelque chose qui est rémunéré, les horaires de nuit, c'est quelque chose qui est rémunéré aussi. Donc, ça dépend aussi beaucoup des contraintes. Il n'y a pas d'horaire de nuit forcément partout. Globalement, c'est soit l'un, soit l'autre. S'il n'y a pas d'équipe de nuit, il y aura forcément une astreinte en cas de panne. Mais voilà, c'est des choses qui sont rémunérées en plus. Donc, on gagne bien sa vie. Et comme disait Julien, en plus, on a le choix. On a le choix de l'emploi et forcément, à partir du moment où on est sur un métier où on est en pénurie de main-d'œuvre, les salaires ont tendance à augmenter et c'est beaucoup plus facile de négocier un salaire aussi lors d'un entretien d'embauche. Le truc bête, c'est qu'on a cette possibilité, de choisir l'entreprise et puis tout bêtement, le lieu géographique. Il y a des entreprises, si vous travaillez dans certains secteurs d'activité, on n'a pas le choix quant à l'emplacement géographique. L'avantage de ces métiers-là, c'est que vous pouvez choisir presque la ville où vous voulez travailler. Et si vous voulez voyager à travers le monde aussi, parce que c'est aussi des métiers qui ouvrent les portes pour le voyage et pour les déplacements à l'international pour ceux qu'on a envie, quoi. Quand je parlais de rémunération, là, c'est vraiment un fixe, entre guillemets. Moi, me concernant, j'avais donc un fixe qui a évolué au fil des années. Derrière, on avait un pseudo 13e mois, une participation, un intéressement. On peut avoir des primes de repas pour du déplacement, des heures supplémentaires le week-end. On n'était pas aux 35 heures, donc aux 39 heures. Donc les heures étaient majorées de 35 à 39 heures. Ensuite, on est passé à 40 heures. Donc c'était un peu particulier, donc on avait des congés en plus. Là, je parle d'une base, en fait. Généralement, dans ces métiers-là, il y a des avantages liés aux conventions, liés au CE, liés à plein de choses. Donc, il faut poser la question pendant les entretiens, quels sont les avantages aussi. Et avec de l'expérience, on arrive aussi à des niveaux de salaire qui sont assez, qui peuvent être importants. Donc, un automaticien ou une automaticienne qui a de l'expérience et arrive très rapidement autour de 2500 euros, voire plus. Avec la possibilité de changer de travail dès qu'on en a envie, hein. Aurore parlait même à l'international qu'il y avait aussi de la demande, des compétences qui étaient demandées. Et puis même en termes de secteur d'activité, c'est aussi intéressant de pouvoir, comme ça, ne pas être cloisonné par exemple, que dans l'agroalimentaire, mais de pouvoir changer d'environnement aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est très flexible et c'est aussi pour ça que c'est un métier qui est intéressant. Alors est-ce qu'on peut dire maintenant un mot justement pour ce qui est mis en place pour pouvoir tester les métiers peut-être au niveau du Greta? Oui, alors on fait des réunions d'information régulières. Et sinon, on a des partenariats aussi avec des organismes qui travaillent plus sur l'orientation. Mais la petite nouveauté cette année, on va lancer à partir donc, de janvier, et on l'annonce sur notre site. Il y aura un lien qui pourra être accessible, je crois, Perrine. La première session donc, de découverte, on va faire des découvertes ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être inscrit, par exemple, dans le cadre de son CPF. C'est ouvert à tout le monde, qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié. Donc, on va faire des ateliers réguliers donc, de découverte de métiers par le geste. Donc, par exemple, le 19 janvier prochain, matin, de 9h à midi 30 à peu près, donc avec Julien. Donc, il y aura un atelier de découverte des métiers de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Le but, ça sera de venir voir sur le terrain nos équipements et puis de faire des petites mises en situation sur un programme informatique, c'est quoi? Quand on parle d'un automate, ça veut dire quoi la programmation sur un automate? Voir ce que c'est qu'un robot aussi. On le fera de la même manière sur les métiers donc, de la maintenance industrielle. En tout cas, on ouvre nos portes de façon très régulière et ce type d'atelier-là, ça permettra d'aller plus loin pour quelqu'un qui se dit bah, tiens, ça m'intéresse, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai envie de voir. Eh ben, ça sera fait pour ça. Et dans une phase suivante, on fait des réunions d'information vraiment plus spécialisées. On peut vous proposer, où on rentre vraiment dans le détail des métiers et on fait passer des tests aussi pour voir si effectivement c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et on invite les personnes aussi, lorsqu'il y a des hésitations encore, à faire des stages de découverte. Vous savez, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez bénéficier de conventions avec la mission locale, par exemple, pour les moins de 26 ans, avec Pôle emploi pour tous,
des conventions qui permettent de faire de stages de découverte, donc on appelle ça des PMFNP, donc des stages de découverte sur le terrain. Et les entreprises, en fait, savent que vous êtes là pour découvrir, pour observer. Et le but, c'est d'arriver à une conclusion partagée avec l'employeur, c'est ce métier-là, est-ce qu'il m'intéresse finalement ou pas? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire comme formation pour y arriver? Donc, en fait, il y a tout un panel de choses qui existent. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi tout à l'heure. Pardon, donc oui, je disais simplement que j'étais en complément, donc en train de partager dans le chat la partie conversation, des liens que tu m'avais envoyés, Pierre-Jean, Oui. vers les différentes vidéos. Alors, donc, il y a une vidéo sur la maintenance industrielle, Oui. robotique, métier du numérique, page web maintenance. Alors, on a 3 vidéos, effectivement. 3 vidéos qui sont consultables donc, directement sur notre site en cliquant sur le lien. Et autrement, on a des pages de présentation aussi de nos formations. Et de la même manière, donc, vous avez, il y a un lien aussi que je t'ai envoyé donc, qui donnera justement les dates de nos ateliers de découverte. D'accord. Alors, donc, je crois qu'il y avait, il y avait également 2 liens supplémentaires que tu m'as envoyés récemment, c'est ça? Oui, hein c'est ça. 2 liens, pour les donc ateliers je de vais les découverte. rajouter. Donc, tout début janvier, en fait, vous aurez il y aura possibilité pour les personnes qui le souhaitent d'accéder donc via notre site à toutes les dates d'ateliers de découverte. On va en faire à différents types d'horaires, justement pour permettre aussi à quelqu'un qui travaille donc en équipe, par exemple. On ne va pas faire que le matin, donc on en fera aussi en après-midi. On fera des portes ouvertes aussi, des réunions d'information plutôt en fin de journée aussi, pour découvrir l'atelier aussi, par exemple. Parce que c'est intéressant aussi quand on parle d'une machine, d'un automate, de programme informatique, c'est bien aussi de venir voir, de visualiser en fait ce que c'est. Alors, donc je regarde là le chat pour voir s'il y a des questions. Donc, alors, c'était au début de l'atelier. Donc, il y a une personne, Barbesson, qui demande si c'était des formations longues. Donc, on y a répondu, je crois. Si vous voulez redire un petit mot sur la durée des formations. Oui, alors par exemple, quelqu'un qui veut faire une qualification complète, c'est-à-dire obtenir un diplôme, en maintenance, on est sur des formations de. Alors, lorsqu'on parle en continu, donc en intensif, pas en alternance, on est sur des formations de 8 à 9 mois. En automatisme, on est sur une formation de 9 mois également. Par contre, quand je dis alternance, c'est pour la forme de contrat. On est sur des formations intensives qui comprennent quand même des stages. Donc, dans chacune de nos formations, on a au moins 8 semaines de stage. Ça permet d'aller en entreprise aussi, de se faire connaître pendant toute la durée de la formation aussi, de se tester en fait sur le terrain et puis quelque part de se faire reconnaître par l'entreprise. Et puis, ça permet aussi de décrocher le sésame pour après, quoi. Sachant que ça peut être adapté, parce que moi je vois l'exemple pour la dernière, pour le CPF, on a fait un test de positionnement avant le début de la formation, et étant donné que j'étais déjà issue de l'industrie des métiers de la maintenance et que j'avais des bases en automatisme, je suis rentrée un petit peu plus tard en formation, donc la formation est aussi adaptée au niveau de la durée, au niveau qu'on a en entrant, quoi. D'accord. Et après, donc il y avait une autre question. Alors c'est simplement marqué environnement sonore, point d'interrogation. C'est peut-être pour les conditions de travail, j'imagine. Alors, après, effectivement, ça dépend complètement en fait du secteur d'entreprise. Donc, la notion d'environnement sonore, effectivement, on peut le retrouver dans certains types d'industries. Oui, de la même manière, les travailleurs d'équipe, ça peut être aussi parfois donc des environnements donc en termes de thermique. Donc chaud, froid, etc. Donc ça varie complètement d'une industrie à l'autre. Donc il n'y a pas de réponse en fait générale, ça varie vraiment complètement. Donc si on est par exemple dans une entreprise où on fait de la découpe métal de pièces avec des machines automatisées, oui, il va y avoir donc du bruit. C'est la raison pour laquelle on a ce qu'on appelle des EPI, équipements de protection individuelle qui sont mis à disposition, casques par exemple, bouchons. Oui, donc il peut y avoir des environnements sonores. Et donc les techniciens de maintenance ou les automaticiens, de la même manière, pour se protéger, doivent porter les mêmes équipements que par exemple les personnels de production.
sachant que les entreprises mettent à disposition effectivement les EPI et que plus l'environnement sonore va être important, plus les moyens de protection mis à disposition par les entreprises seront importants aussi. Nous, on est carrément sur des bouchons moulés avec des filtres, etc., qui filtrent certaines fréquences, donc on peut quand même se parler. Il y a énormément de moyens de protection collective aussi qui sont mis en place avec des murs anti-bruit, etc., autour des machines les plus bruyantes. Donc, globalement, c'est aussi une préoccupation des entreprises de protéger ses salariés. Oui. Et il ne faut pas s'inquiéter à ce niveau-là, en fait. Et sans parler que d'environnement sonore, quand on parle donc des métiers de la maintenance et les métiers de l'automatisme, ils contribuent à l'amélioration justement donc des conditions de travail donc des salariés, puisque ça fait partie de l'emploi, justement, c'est de voir comment améliorer les conditions de travail et les équipements. Ok, merci. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y a des personnes qui nous ont rejoints donc vers la fin, là. Donc, pour ces personnes, donc, je précise que, évidemment, cet atelier sera disponible en replay sur la chaîne de Femmes et Numérique sur YouTube. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir sur cette page dans la journée. Donc, on mettra cette vidéo en ligne, comme ça, elle sera accessible à tout le monde et on remettra le lien donc, aux personnes qui étaient inscrites à cet atelier pour qu'elles puissent le revoir et accéder aussi aux liens qu'on a mis, parce qu'il n'y a rien de tel que de voir les vidéos et surtout de participer à des journées découvertes donc, que vous proposez. Alors, vous pouvez peut-être rappeler la date pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route? Alors, la première, ce sera le 19 janvier, matin. Et donc, l'inscription se fait donc, soit en appelant le Greta, soit en envoyant un mail, donc à l'adresse qui est communiquée sur le lien. Enfin, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le site et vous avez l'adresse justement pour pouvoir vous inscrire. Et vous pouvez téléphoner également au Greta. Donc, à chaque atelier, on aura une dizaine de places. Et je précise, c'est gratuit et ouvert à toutes et à tous. D'accord. Donc, un salarié qui réfléchit, qui se demande j'aimerais bien aller plus loin dans la démarche, ou un demandeur d'emploi, il n'y a aucun problème, ce sera ouvert à tous. Ok, c'est bien noté. Du coup, on arrive au terme de l'atelier. Donc, je vous remercie énormément, donc Pierre-Jean, Aurore et Julien, pour ces explications, ces témoignages, surtout qui permettent d'amener du concret dans ces métiers. Et j'espère qu'un maximum de personnes vous contacteront pour en savoir plus et pour justement pouvoir se former, découvrir les métiers et puis avoir un métier passionnant et voilà, et évolutif aussi, ce qui est un luxe quand même. Tout à fait. À tous les métiers, donc. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour où on a fait le tour? Non, on a fait le tour. Un grand merci à toi et à l'organisation et à cette initiative, et puis à vous qui avez participé donc, à l'atelier. Donc, on est ouvert. Même si vous voulez juste vous renseigner, ça n'engage à rien. Donc, on est ouvert aussi pour vous informer sur ces métiers, sans pour autant, il n'y a aucune obligation de poursuivre en formation, je le précise, c'est important. Ça peut rentrer dans votre démarche de réflexion. Voilà. Et donc, du coup, au niveau de l'équipe Femmes et Numérique, donc on vous donne rendez-vous. Hein, il y a encore des ateliers aujourd'hui et demain. Et l'intérêt, c'est que tous les ateliers seront ou sont déjà disponibles en replay pour voir plus en détail ce que couvrent les métiers du numérique. C'est vrai qu'il y a des compétences diverses et variées, donc il ne faut pas hésiter à pouvoir revoir les témoignages, parce que l'idée, c'est justement d'avoir des témoignages concrets, des parcours, et de montrer que finalement, ce sont des formations qui sont accessibles, quel que soit son niveau, et que ce soit en formation initiale ou en formation continue aussi, c'est important de le dire. Oui. Et Aurore l'a montré, hein, donc à partir d'un bac littéraire, voilà, on peut accéder à ces formations dès lors qu'on a un appétit aussi pour ces métiers. Donc, merci beaucoup à tous les trois et puis aux personnes qui nous ont qui ont participé donc, en direct. Et voilà, bonne journée et puis bonne continuation à vous tous. Merci beaucoup. Merci Perrine, merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.